Bien, je vous propose que l'on continue cette journée. Et pour continuer en beauté cet après-midi, eh bien, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous Christian Margaria. Christian, que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons déjà, car Christian était, il y a quelques années de cela, président de la conférence des grandes écoles. Et maintenant, Christian a de nouvelles hautes fonctions. Il est le conseiller de Yazid Sabeg. Yazid Sabeg étant le commissaire à la diversité et à l'égalité des chances. Christian, je te laisse la parole encore une fois. Merci d'être venu à notre colloque. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci donc Hervé de m'avoir invité à cette réunion et de me donner ainsi la possibilité de faire un petit bilan intermédiaire des décisions qui concernent directement l'ouverture sociale de notre enseignement supérieur. Yazid Sabeg est malheureusement retenu à Paris pour des réunions stratégiques concernant son entreprise, m'a chargé personnellement de vous transmettre ses excuses pour cette absence à cette réunion qui lui tenait à cœur quand Hervé et Christelle, il y a quelques semaines, étaient présents au commissariat. Il avait dit qu'effectivement, il serait présent. Ceci étant dit, surveillant son agenda au quotidien, je peux attester qu'entre ses fonctions de commissaire à la diversité et à l'égalité des chances et son rôle de chef d'entreprise, puisqu'il cumule les deux, son rythme de vie est encore pire que le mien quand je conjuguais la présidente de la conférence des grandes écoles et la direction générale d'un établissement d'enseignement supérieur. Au nom de Yazid Sabeg, donc, et puis en ma qualité d'ancien président de la CGE, je veux tout d'abord vous rendre un hommage chaleureux, hommage à chacun, à chacune et à chacun d'entre vous, pour l'engagement, le dévouement, le sens des responsabilités et les initiatives formidables que vous prenez ensemble pour ouvrir les portes de la réussite aux élèves les moins favorisés. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais vous avez parfaitement compris l'intérêt stratégique des actions d'accompagnement en amont et donc des cordées de la réussite. Le président l'a rappelé dans ses vœux au corps enseignant, l'excellence et l'égalité des chances sont inséparables. Dans cet esprit, l'objectif de 30% de boursiers dans les grandes écoles est parfaitement louable. Il ne s'agit pas de faire baisser le niveau, comme j'ai pu le lire ici ou là, car il est évident que le statut de boursier n'est pas un critère d'admission aux grandes écoles. Le taux de boursier n'est pas un quota, mais un indicateur parmi d'autres de la démocratie sociale dans l'éducation. Et j'ai bien dit dans l'éducation dans son ensemble, et non uniquement dans l'enseignement supérieur. Le jour où il sera atteint, le jour où il y aura 30% de boursiers dans l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur, cela signifiera que nous aurons enfin remis en marche l'ascenseur social de la grande section de maternelle jusqu'au plus haut niveau de la formation. La démocratisation de notre enseignement supérieur est un combat juste, nécessaire et urgent. Un combat juste parce que l'homogénéité sociale des promotions est devenue si forte qu'elle compromet la légitimité du système éducatif. L'autocensure, les biais sociaux, les freins matériels, l'étroitesse des viviers, tout cela entrave les établissements d'enseignement supérieur dans leur mission de service public. Un combat nécessaire car nous ne formons pas en nombre suffisant les diplômés dont notre économie a besoin. La baisse des vocations dans les filières scientifiques et techniques est tout à fait préjudiciable à notre économie. Je rappelle qu'au sein des pays développés, nous avons l'un des plus faibles taux de jeunes diplômés dans l'enseignement supérieur. Comment faire entrer 400 000 jeunes de plus dans l'enseignement supérieur tout en préservant l'excellence? C'est là la vraie question et quasiment l'unique question. Les grandes écoles sont en la pointe de l'édifice, même si elles ne forment qu'une faible proportion de diplômés, et à la pointe de l'édifice car elles jouent un rôle d'entraînement qu'on ne peut négliger. Enfin, c'est un combat urgent. Il est évident que l'enseignement supérieur ne peut pas être considéré comme le seul responsable d'un processus de biais sociaux qui démarre très tôt dans la formation, dès la grande section de maternelle, me dit-on. L'esprit cartésien qui est le nôtre voudrait donc que l'on réforme le lycée avant le supérieur, le collège avant le lycée, l'école élémentaire avant le collège. Nous n'en avons absolument pas le temps. Les jeunes des zones et réseaux d'éducation prioritaire, des zones urbaines sensibles ou des zones rurales ne peuvent se contenter de savoir que dans 20 ans, l'herbe sera peut-être aussi verte pour eux. Les entreprises ne peuvent attendre 20 ans pour recruter les compétences qui leur manquent déjà cruellement. Nous sommes clairement en situation de crise
Et vu l'ampleur des problèmes, leur importance et leur urgence, il faut traiter toutes les variables en parallèle, qu'elles soient fondamentales et très en amont, ou au contraire très opérationnelles. Réforme du lycée, création de classes préparatoires technologiques, augmentation importante des places mises au concours par les grandes écoles pour les candidats des filières technologiques, étude des biais sociaux des concours, développement des formations par apprentissage, création de nouvelles résidences étudiantes, réforme de l'orientation, tout doit être fait en même temps. Le comité interministériel qui s'est tenu le 23 novembre dernier, sous la présidence de François Fillon, a donc adopté une série de mesures importantes en faveur de l'égalité des chances. Il marque une étape décisive dans l'évolution des grandes écoles, qu'elles soient publiques, sous convention avec l'État ou privées. Le Premier ministre a en effet rappelé avec force qu'indépendamment de leur statut juridique ou de leur tutelle respective, les écoles participent toutes de la mission de service public d'enseignement supérieur et de recherche. Plusieurs décisions qui concernent directement l'enseignement supérieur ont été arrêtées, je voudrais en rappeler certaines. 100 classes préparatoires technologiques seront ouvertes d'ici 2011. Les bacheliers technologiques doivent être en effet considérés comme une catégorie d'étudiants à part entière, susceptibles, lorsqu'ils le peuvent et le souhaitent, d'accéder aux études supérieures. C'est d'ailleurs l'un des objectifs fixés par le président de la République à la réforme des lycées, j'y reviendrai, et un processus à réinventer. Les grandes écoles doivent donc augmenter très fortement le nombre de places réservées aux meilleurs bacheliers technologiques et corrélativement, les lycées doivent réévaluer le statut pédagogique de la filière dès la classe de seconde. Vous êtes donc clairement au cœur du dispositif. Deuxième décision, la création de 20 résidences sociales étudiantes d'ici 2011, permettant d'accueillir plus de 2000 étudiants de classes préparatoires et des universités. Le commissariat à la diversité et à l'égalité des chances a demandé à l'Agence nationale de rénovation urbaine d'établir une cartographie précise des besoins et d'identifier des sites immédiatement exploitables. Par ailleurs, le président de la République a annoncé que 500 millions d'euros seraient affectés à la création de 20 000 places d'internat d'excellence supplémentaires dans le cadre du grand emprunt. Troisième mesure, dès les concours 2011, les étudiants boursiers seront exemptés dans toutes les grandes écoles sous tutelle de l'État des frais d'inscription au concours. Les écoles privées ont aussi été invitées à s'emparer de cette question, car le niveau de revenus des familles ne peut en aucun cas être une barrière à l'entrée des grandes écoles. Augmentation de 30% du nombre d'apprentis dans les grandes écoles afin d'apprendre à resserrer davantage le monde de la formation et le monde de l'entreprise. L'apprentissage est simultanément une voie d'accès privilégiée au monde professionnel et un facteur d'ouverture sociale. En effet, pour un bon élève de terminale, il offre la possibilité de poursuivre des études supérieures longues et souvent coûteuses, avec un véritable salaire et qui plus est, un emploi à la clé. Nous avons aussi décidé de lancer une mission d'inspection sur les éventuels biais sociaux des concours d'entrée aux grandes écoles, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas des formes déguisées de reproduction sociale. Il s'agit de vérifier que le pourcentage des boursiers parmi les candidats est bien en phase avec le taux correspondant dans les filières amont, qui ne s'effondre pas lors des épreuves écrites, puis lors des épreuves orales, et d'analyser les éventuels biais sociaux des différentes épreuves de concours, qu'elles soient écrites ou orales. Une simple comparaison de la moyenne générale des boursiers et des non-boursiers suffit généralement à appréhender les problèmes. Si, comme on s'y attend, certaines épreuves sont socialement biaisées, il faudra faire preuve de créativité et modifier soit les coefficients, soit les modalités, soit les contenus des épreuves. Si les matières les plus discriminantes d'un point de vue social s'avéraient aussi être les plus exigeantes d'un point de vue intellectuel, nous devrons développer des conditions permettant d'aider les plus modestes à affirmer tout leur potentiel, bien évidemment sans aucun préjudice de l'ambition, de l'objectif d'ambition intellectuelle. Sixième décision, la signature d'une convention spécifique en faveur de l'égalité des chances, qui a été signée entre la Conférence des grandes écoles, la CEDEFI et les différents ministères qui assurent la tutelle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Une autre convention spécifique sera bientôt signée avec la Conférence des présidents d'universités, car les problèmes des universités sont particuliers. J'en dirai là aussi quelques mots dans quelques minutes. Enfin,